Bienvenue pour cette exploration ciblée aujourd'hui. On se penche sur un sujet qui touche de près de nombreuses familles et parcours scolaires, la dyslexie. Notre matériel de base, c'est un document, là, comprendre la dyslexie, accompagner les enfants avec bienveillance. Notre mission, si on peut dire, en distiller l'essentiel pour affiner notre compréhension et puis identifier des pistes d'action concrètes. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet, la dyslexie. On en entend souvent parler, mais qu'est-ce que c'est vraiment, au-delà des clichés? Le document qu'on a sous les yeux, il tente de clarifier ça d'emblée, j'ai l'impression. C'est vrai, et c'est nécessaire parce que, comme le souligne notre source, la dyslexie est fréquemment réduite à une simple difficulté avec la lecture. Or, le texte nous invite à voir plus loin. Il la définit comme un trouble spécifique de l'apprentissage. Et il précise qu'il concerne principalement la lecture et l'écriture. C'est une définition un peu technique, mais ça pose un cadre important. C'est spécifique, pas général, tu vois ? Spécifique, ça veut dire que ça ne touche pas l'intelligence globale, c'est bien ça. C'est un point qui revient souvent et que le document semble vouloir marteler. Absolument, et c'est un message crucial que véhicule la source. Elle insiste, la dyslexie n'est pas liée à l'intelligence. D'ailleurs, le texte va même jusqu'à dire qu'un enfant concerné peut être très intelligent, créatif et avoir plein de talents. Déconstruire ce préjugé, c'est visiblement une priorité du document. D'accord. Et concrètement, les difficultés mentionnées, c'est par exemple la difficulté à reconnaître les lettres, ou bien à associer les sons aux mots, ou encore le fait de ne pas réussir à lire de manière fluide. Ce sont des obstacles réels dans l'apprentissage, oui, mais distincts des capacités intellectuelles générales. C'est intéressant cette façon de le présenter. Donc, si ce n'est pas une question d'intelligence, comment le document explique-t-il ce trouble alors ? Il parle de différence, si je lis bien. Exactement. Le document propose une perspective neurobiologique. Il décrit la dyslexie comme une différence dans la manière dont le cerveau traite les informations écrites et orales. Cette formulation est clé. Ce n'est pas présenté comme un défaut ou un manque, mais comme un fonctionnement neurologique distinct. Penser en termes de différence plutôt que de déficit, ça change fondamentalement l'approche. Et c'est ce que le texte semble encourager. Une différence neurologique, ça nous amène à la question des causes, forcément. Beaucoup de parents doivent se demander d'où ça vient, et le document aborde cette question de la culpabilité. Est-ce que c'est ma faute ? Qu'est-ce que notre source répond à ça ? Alors là, la réponse est très claire, et elle se veut rassurante. Non. Le texte affirme que la dyslexie n'est pas causée par les parents, ni par un manque d'effort de l'enfant. C'est une clarification essentielle, je pense, pour apaiser une potentielle culpabilité parentale. L'origine, d'après ce qui est rapporté ici, serait plutôt à chercher ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire, vers quoi pointe le document ? Plutôt vers des facteurs internes à l'individu. La source mentionne que c'est lié à des facteurs génétiques et au fonctionnement du cerveau. Ça situe la dyslexie dans un cadre neurobiologique, potentiellement héréditaire, tu vois. Ce qui déplace la question loin de l'environnement éducatif ou familial comme cause première. D'accord, ok. Donc une origine neurobiologique, génétique. Mais alors, là où ça devient vraiment intriguant, c'est que le document ne s'arrête pas là. Il suggère que cette différence neurologique pourrait même avoir des avantages. Il parle de forces associées. Oui, c'est effectivement un point assez saillant du texte. Il ne se contente pas de décrire les difficultés, il met aussi en lumière des aspects positifs potentiels. La source cite explicitement la créativité, pensée visuelle, capacité à résoudre des problèmes, comme des forces qui peuvent accompagner ces différences neurologiques. Ah oui, ça c'est une perspective assez contre-intuitive par rapport à l'image habituelle d'un trouble. Voir la dyslexie non seulement comme un ensemble de défis, mais aussi comme pouvant être lié à des compétences particulières. C'est un angle assez puissant que propose ce document, je trouve. Tout à fait. Si on prend un peu de recul, cette approche invite à une vision plus holistique. Reconnaître ses forces potentielles, comme le suggère le texte, c'est fondamental pour un accompagnement qui soit non seulement bienveillant, comme le dit le titre, mais aussi valorisant. C'est presque un changement de paradigme. On ne cherche pas seulement à réparer une difficulté, mais aussi à identifier et cultiver des atouts spécifiques liés à cette manière différente de traiter l'information. C'est une idée forte, oui. Maintenant, pour en revenir au côté pratique, comment est-ce que ces difficultés se manifestent au quotidien ? Comment repérer les signes qui devraient alerter ? Le document fournit une liste d'indicateurs, c'est ça ?
Oui, et cette liste est présentée comme un ensemble d'observations fréquentes, utiles pour les parents ou les enseignants. Un des premiers éléments cités, c'est la persistance des difficultés A. Difficulté à apprendre à lire malgré un bon effort. L'idée ici, ce n'est pas la difficulté passagère, mais quelque chose qui résiste même quand l'enfant s'investit. On entend aussi souvent parler des confusions de lettres, le B, le D, le document en parle. Effectivement, c'est un signe classique mentionné, confondre des lettres proches, comme B et D, ou P et Q. Ces inversions ou confusions visuelles et ou phonétiques sont assez typiques. S'ajoute à cela une lecture qui peut être laborieuse, lire lentement ou avec hésitation, de manière non fluide, quoi. D'accord. Et au-delà de la lecture elle-même, y a-t-il d'autres domaines impactés, d'après la source? Oui, l'orthographe est souvent mentionnée, avec la difficulté à retenir l'orthographe des mots, même ceux qui sont fréquents. Et un point parfois moins évident mais important, surtout en contexte scolaire, des difficultés à suivre des consignes écrites. Ça peut avoir un impact sur la compréhension des exercices ou des instructions, bien sûr. Donc une série de signes qui touchent la lecture, l'écriture, l'orthographe, la compréhension de l'écrit, c'est assez large. Est-ce que le document précise si tous ces signes sont toujours présents chez tous les enfants? C'est une nuance importante apportée par le texte. Ces signes varient d'un enfant à l'autre. Il n'y a pas un tableau unique, hein. L'intensité et la combinaison des signes peuvent différer. Cependant, la source suggère que c'est la régularité et la combinaison de plusieurs de ces difficultés qui doivent inciter à creuser. Si on les retrouve régulièrement, c'est une piste à explorer. La persistance, c'est vraiment le maître mot. D'accord, je vois. Donc on a une meilleure idée de ce qu'est la dyslexie selon ce document, de ses origines possibles et des signes qui peuvent alerter. Le cœur du sujet et du titre du document d'ailleurs, c'est l'accompagnement bienveillant. Quelles pistes concrètes sont proposées? C'est effectivement la partie la plus développée, axée sur l'action. Plusieurs stratégies sont mises en avant. La première est assez simple mais fondamentale, lire ensemble tous les jours. Le texte insiste sur le fait que même 10 minutes de lecture à voix haute peuvent faire la différence. L'idée, c'est de créer un rituel régulier, dédramatisé et partagé. Le climat autour de la lecture semble essentiel aussi. Le document parle d'encouragement. Oui, c'est un point central. Le conseil, c'est encourager plutôt que critiquer, féliciter les efforts, pas seulement les résultats, mettre l'accent sur l'engagement, sur le processus d'apprentissage plutôt que sur la performance immédiate. C'est présenté comme crucial pour maintenir la motivation et l'estime de soi de l'enfant. Parce que l'estime de soi, elle est souvent mise à mal par les difficultés rencontrées, évidemment. Oui, logique. Et pour aider concrètement à contourner les difficultés de lecture ou d'écriture, est-ce qu'il y a des outils suggérés? On parlait de pensée visuelle tout à l'heure. Justement, le document recommande d'utiliser des supports visuels. Il donne des exemples comme des tableaux, images, applications éducatives. Cette stratégie s'appuie potentiellement sur cette fameuse pensée visuelle mentionnée comme une force possible. Rendre l'information moins dépendante du texte pur, ça peut être une aide précieuse. L'enfant n'est pas seul dans son apprentissage, il y a l'école aussi. Quelle place pour la collaboration avec les enseignants dans cet accompagnement? Une place centrale. D'après la source, il est clairement conseillé de collaborer avec l'école. Ça passe par informer l'enseignant de la situation et puis discuter ensemble des aménagements possibles. Le texte cite des exemples très pratiques. Plus de temps pour les évaluations, texte adapté, etc. Ce dialogue famille-école est présenté comme un levier essentiel pour adapter l'environnement scolaire aux besoins de l'enfant. Et si tout cela ne suffit pas, ou pour aller plus loin, le document évoque-t-il l'aide de professionnels? Oui, c'est le dernier pilier de l'accompagnement suggéré. Chercher un suivi spécialisé. L'orthophonie est explicitement mentionnée comme une aide qui aide énormément. Ça reconnaît que des compétences professionnelles spécifiques sont souvent nécessaires pour proposer une rééducation ciblée et efficace. Ce qui ressort de ces conseils, c'est vraiment une approche multifacette. Agir sur la pratique, la lecture, le visuel, sur l'émotionnel avec l'encouragement, sur l'environnement avec l'école, et puis sur le besoin d'expertise avec l'orthophonie. Exactement. Ces conseils forment un ensemble cohérent. Ils ne sont pas juste une liste d'astuces, mais bien les composantes d'un système de soutien global. Ça vise à envelopper l'enfant dans un environnement compréhensif et adapté, fidèle à l'idée d'accompagnement bienveillant. Une question
très pragmatique que les parents peuvent se poser. À quel moment faut-il vraiment passer le cap de la consultation spécialisée? Est-ce que le document donne un repère? Oui, il aborde ce point précis. Le repère suggéré est lié à l'âge et à la persistance des difficultés. Si votre enfant a plus de 7 ans et que la lecture reste très difficile malgré les efforts, il est conseillé de consulter. L'âge de 7 ans, ça correspond souvent, dans le système scolaire, à un moment où l'apprentissage formel de la lecture est censé être bien engagé. Si, à ce stade, l'obstacle reste majeur malgré le soutien à la maison et les efforts de l'enfant, mais là, une évaluation plus poussée est recommandée. Et pourquoi c'est si important d'agir tôt, d'après la source? Quels sont les bénéfices d'un diagnostic précoce? Le document met en avant un avantage majeur. Un diagnostic précoce permet de mettre en place rapidement un accompagnement adapté. Identifier précisément les besoins spécifiques de l'enfant le plus tôt possible, ça permet de déployer les bonnes stratégies, les bons outils, les bons aménagements, sans attendre que les difficultés ne s'accumulent et n'entraînent du découragement ou une perte de confiance. C'est un plaidoyer pour une approche proactive en somme. C'est logique, oui. Tout cet accompagnement, ce parcours, ça demande beaucoup d'énergie et de patience, j'imagine. Le document pense-t-il aussi au vécu des parents dans cette situation? Oui, et c'est un aspect important de l'approche bienveillante qui inclut aussi la famille. Le texte reconnaît explicitement que être parent d'un enfant dyslexique n'est pas toujours facile. Il y a une validation de la charge émotionnelle et pratique que ça peut représenter. C'est important de le dire. Oui, tout à fait. Et face à cette reconnaissance, quelles pistes sont suggérées pour soutenir les familles elles-mêmes? L'isolement est présenté comme un écueil à éviter. Le document encourage les familles à chercher du soutien extérieur, rejoindre des associations, des groupes de soutien et d'échanger avec d'autres familles. Le partage d'expériences, de conseils pratiques ou simplement le fait de se sentir compris par d'autres qui vivent des situations similaires, c'est souligné comme une ressource précieuse. Alors, si on devait résumer l'esprit général de ce document, le message clé à retenir, ce serait quoi? Je crois que le message fondamental qui traverse tout le texte, c'est un message d'espoir et de potentiel. Il insiste pour qu'on n'oublie jamais que votre enfant peut réussir. La nuance essentielle étant, mais à son rythme et avec des outils adaptés. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, loin de là, mais de croire en la capacité de l'enfant à trouver son chemin vers la réussite, moyennant un accompagnement ajusté. C'est un message optimiste et responsabilisant à la fois, finalement. Oui. Pour synthétiser notre exploration de ce document, la dyslexie est dépeinte non comme une tare intellectuelle ou une fatalité, mais comme une particularité neurodéveloppementale, vraisemblablement d'origine génétique. Certes, elle engendre des défis spécifiques en lecture et écriture, mais cette différence neurologique peut aussi coexister avec des forces, on l'a dit, créativité, pensée visuelle. L'accompagnement efficace, tel que décrit, repose sur un triptyque. Comprendre la nature de la dyslexie, faire preuve de patience et d'encouragement et mettre en œuvre des stratégies adaptées, lecture partagée, aide visuelle, collaboration scolaire, suivi spécialisé si besoin. Le mantra du texte pourrait être cette phrase forte, je trouve, la dyslexie n'est pas une faiblesse, c'est une façon différente d'apprendre. Et de la bienveillance. Au-delà des techniques, c'est vraiment le regard porté sur l'enfant et sa différence qui semble être la clé. Le texte conclut d'ailleurs sur cette note. Avec patience, soutien et accompagnement, chaque enfant peut s'épanouir. Absolument. Et cela ouvre une réflexion intéressante pour aller plus loin. Une pensée qui émerge de cette insistance du document sur les forces potentielles associées à la dyslexie. La créativité, la pensée en images, la résolution de problèmes. Si l'on accepte pleinement cette idée, que la dyslexie n'est pas qu'un ensemble de déficits à compenser, mais aussi potentiellement une source de talents cognitifs différents, une question se pose. Comment nos systèmes éducatifs, et plus largement notre société, pourraient-ils évoluer pour non seulement remédier aux difficultés, ce qui est nécessaire bien sûr, mais aussi activement reconnaître, valoriser et même cultiver ces forces spécifiques? Ne passons-nous pas à côté d'un potentiel précieux en nous focalisant quasi exclusivement sur la remédiation? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une question fondamentale qui invite à élargir notre perspective collective. Vraiment. Voilà qui conclut notre exploration du document Comprendre la dyslexie, accompagner les enfants avec bienveillance. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.